Bonjour, je suis Cécile Assanouma-Brice, je suis chercheur associé au laboratoire du Clercé à l'Université de Lille et également chercheur associé au centre de recherche de la Maison franco-japonaise qui est situé à Tokyo. Donc moi, ça fait une quinzaine d'années que j'habite au Japon et donc par là même, j'ai vécu les événements de Fukushima en direct, si je puis dire. Et donc depuis 3 ans, j'ai été amenée à essayer de comprendre la situation avec les outils qui étaient les miens, c'est-à-dire ceux de la sociologie et notamment plus précisément de la sociologie urbaine. Je vais vous faire une présentation qui s'appelle Le refuge dans l'illusion de la protection est-il salutaire ou le paradigme du cheval et du carrosse. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce paradigme. Moi je l'ai découvert il y a assez peu de temps dans un ouvrage que je ne peux que vous conseiller qui s'appelle L'obsolescence de l'homme de Gunther Anders, qui n'est pas un ouvrage nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a été rédigé en 1956. Je vous lis donc cet extrait d'une petite comptine, en fait, enfantine. Comme cela ne plaisait pas beaucoup au roi que son fils abandonne les sentiers battus et s'en aille par les chemins de traverse se faire par lui-même un jugement sur le monde, il lui offrit une voiture et un cheval. Maintenant, tu n'as plus besoin d'aller à pied. Telles furent ses paroles. Maintenant, je t'interdis d'aller à pied. Tel était leur sens. Maintenant, tu ne peux plus aller à pied. Tel fut leur effet. Mon exposé pourrait s'arrêter là, puisqu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot pour résumer la situation aujourd'hui à Fukushima. Je suis, pour ma part, spécialisée en sociologie urbaine, comme je vous le disais. J'ai donc passé 10 ans à observer et à analyser les politiques de la ville et le rôle de la production des logements publics dans la transformation des espaces périphériques, des espaces de banlieue, donc de Paris et de Tokyo. Et ce qui est apparu comme une évidence au terme de cette recherche qui a donné lieu à une thèse de doctorat que j'ai soutenue à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, c'est que la production d'un système de logement public avait été élaborée dans le but de gérer les désastres naturels et humains de la production industrielle. Ces désastres sont naturels, au sens où ils engendrent une pollution extrême de l'environnement, et ils sont humains, appelant toujours plus de main-d'œuvre à venir de la campagne s'agglomérer dans les périphéries des grandes villes. Les désastres de l'industrialisation ont donc pris des formes variées, on le sait tous, mais en tous les cas, leur gestion passe toujours par l'utilisation de deux outils qui lui sont liés et qui répondent à des logiques similaires, qui impliquent trois pôles d'acteurs: les infrastructures publiques ou administratives, qui sont généralement les mêmes, le monde des entreprises privées ou celui des entreprises publiques, et ces deux premiers groupes étant en interaction permanente avec l'infrastructure sociale et civile. Ces outils sont la politique de logement et la campagne de communication qui l'accompagne. Celle-ci se réfère aux notions développées par les sciences humaines et sociales, comme celle de la résilience ou encore de l'empowerment, afin de justifier ou de faire accepter de façon positive par la société civile les mesures prises par les deux autres groupes d'acteurs, même si ça n'est évidemment pas comme cela que les choses sont présentées, et même si les chercheurs qui travaillent sur ces notions le font en pleine sincérité. Mais c'est néanmoins ce que nous avons pu observer sur le terrain. Car l'un des problèmes fondamentaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, malgré les apparences données par ces démarches inclusives ou toutes les démarches participatives qui sont mises en place, c'est bien le décalage extrême entre les théories développées pour permettre la participation citoyenne et leur mise en œuvre, et par ailleurs leur utilisation sur le terrain. Car ce décalage est tel entre le discours et la réalité que les approches aboutissent
à la création d'un monde qui est totalement déconnecté de cette réalité, un monde de pure croyance. J'en arrive à mon premier point, qui s'intitule « Protéger pour mieux mettre en péril ». La première année qui a suivi la catastrophe de Fukushima a consisté à donner l'illusion aux citoyens d'une prise en compte de leurs requêtes, afin de calmer les oppositions un peu trop fortes face à la non-gestion de la situation. Ce fut les premiers pas vers l'apprentissage de la cogestion, tout en gardant pour principe qu'il fallait éviter les déplacements de population, éviter le refuge, qui aurait été la seule mesure de protection raisonnable selon des ingénieurs du nucléaire, comme par exemple le professeur Koide, qui est ingénieur au centre de recherche Curie, KURRI, à l'université de Kyoto. Car selon les experts internationaux de la gestion des désastres nucléaires, qui basent eux leur raisonnement sur la théorie des risques-bénéfices, le coût de la protection s'avère bien trop élevé dans la plupart des catastrophes industrielles pour pouvoir la mettre en œuvre. Je me réfère ici aux récentes déclarations des experts de l'OMS, de ceux de l'AIEA et de l'ICRP, ou CIPR en français, qui se sont réunis lors du 3e symposium des experts internationaux qui a eu lieu à Fukushima, qui est organisé par la Fondation Sasakawa et l'Université médicale de Fukushima, qui a eu lieu les 8 et 9 septembre 2014. C'est donc très récent. Le titre annonçait le dépassement des querelles épidémiologiques pour enfin atteindre les sommets prometteurs de la résilience et de l'empowerment. Le titre était donc en anglais dans le texte « Beyond Radiation and Health Risk Toward Resilience and Recovery ». Pour rappel, Julio González, qui tout en étant membre de l'ANSCIR, occupe la fonction de membre de la commission sur les normes sécuritaires de l'AIEA. Tout est une question de communication. Et il s'agit d'abord de calmer les inquiétudes irraisonnées des populations qui sont dues, selon lui, au terme contamination, qui, référant au monde de la pathologie, fait peser sur l'irradiation une image bien trop négative qui n'aurait pas lieu d'être. Idée qui est reprise par sa consoeur Emily van de Vetter de l'OMS, qui propose l'intégration de workshops sur l'irradiation et ses bénéfices, qui seraient donc comparables à ceux du Soleil, dans la formation aux connaissances de base destinée aux enfants des écoles primaires. Quoi qu'il en soit, conclut-elle, nous devons gagner le pari du co-bénéfice. Au moins, les choses sont claires. On peut néanmoins se demander si ces experts, qui sont si fermement assurés de la valeur de leur postulat psychologique sur les peurs de l'opinion et les moyens de les manipuler, ne devraient pas plutôt s'intéresser aux données et à l'évidence des conséquences en termes de santé publique, puisque, je vous le rappelle, selon la commission d'enquête du département de Fukushima, dont les résultats ont été rendus publics le 24 août 2014, ce ne sont pas moins de 104 enfants de moins de 18 ans, parmi les 300 000 composant l'échantillon, qui ont été diagnostiqués comme étant atteints d'un cancer de la thyroïde. Pour en rester au niveau médical, les experts en charge de cette même enquête sanitaire ont proposé publiquement le 12 novembre 2014, donc encore une fois c'est toujours très récent, d'arrêter ces tests sur la santé, car selon eux, le plus grand danger serait le stress que ces tests engendreraient chez les enfants qui en font l'objet. Pour appliquer donc la décision prise par les experts de la solution des problèmes, des organismes internationaux de gestion du nucléaire et de ses crises, il s'est donc agi dans un premier temps de rassurer la population, de construire l'illusion de la protection
via des mesures extrêmement visibles, afin donc de maintenir cette population à demeure. Je vous cite juste quelques points, bien évidemment cette liste n'est pas exhaustive, mais j'ai retenu uniquement les points les plus parlants. On a vu que le taux de contamination acceptable avait été relevé de 1 millisievert par an à 20 millisieverts par an, et ce de façon durable, puisque les discours gouvernementaux tentent à dire maintenant, aux dames de toute évidence épidémiologique, qu'en deçà de 100 millisieverts par an, il n'y aurait pas d'effet sanitaire. Les logements provisoires ont été construits en partie sur les zones contaminées, ce qui montrait bien dès le départ une volonté du gouvernement de ne pas faire durer la politique d'évacuation ou le semblant de politique d'évacuation qui avait été mise en place. Le nombre de réfugiés a été sous-estimé, mais ce qu'il est important de noter, donc il a été sous-estimé, on a eu des articles récemment dans les journaux qui nous ont appris que plus de 6000 personnes par exemple avaient été retrouvées dans le département de Saitama et que ces personnes n'étaient pas comptabilisées dans le système d'enregistrement des réfugiés. Puisque je vous rappelle, il fallait donc que les personnes avant de partir s'enregistrent à la mairie, si on peut appeler ça la mairie, la DDE, je ne sais pas comment on peut trouver l'équivalent en France, du département. Or, la plupart d'entre eux ne l'ont pas fait parce que ça leur faisait perdre des droits. Mais ce qu'il est important de noter ici, c'est moins les fautes d'estimation, c'est qu'en fait, ce qu'il est important de lire, c'est la politique qui a été mise en place. Le but n'était pas d'estimer à chiffre réel le nombre de réfugiés partis, mais d'estimer simplement. Donc en estimant le nombre de personnes qui est parti, on a mis en place un système et par là même on a montré qu'on savait le faire. Et qu'on donne donc par ces méthodes le sentiment que l'on maîtrise la situation, que l'on sait. Et que donc la population peut se reposer sur l'administration qui gère. Le droit au refuge n'a pas été accordé, comme vous le savez certainement, et les personnes réfugiées pour fuir le danger de la radioactivité sont qualifiées de réfugiés volontaires. Et il relève de la loi pour la protection sanitaire des enfants qui a été votée par la Diète en juin 2012. Cette loi a été élaborée par l'Assemblée des citoyens qui est composée de diverses associations et de citoyens et de juristes. Néanmoins, elle reste toujours aujourd'hui vide de toute prérogative puisqu'elle n'est pas accompagnée d'un système d'indemnisation qui permettrait la mise en place concrète du refuge. Mais en même temps, là encore, le gouvernement permet l'illusion de la démocratie en acceptant que les citoyens rédigent une loi et en la proposant au vote. Loi qui sera défendue au niveau national par des parlementaires au Parlement japonais qui n'ont pas marché leurs mots en disant devant les membres du gouvernement même, un gouvernement qui ne protège pas sa population n'a pas lieu d'être, etc., etc. Loi qui a été également défendue au plan international, notamment à l'ONU, organisme qui ne possède manifestement pas d'outils juridiques afin de faire appliquer les textes de recommandation qui sont rédigés par ses propres membres, qui restent également donc sans prérogative. Comme ce fut le cas notamment du texte rédigé par Anand Graver, qui était représentant des droits de l'homme à l'ONU jusqu'en 2014. Mais qu'à cela ne tienne, les règles du jeu sont mises en place et permettent donc de créer une illusion du système démocratique. Je vous rappelle aussi, je passerai très brièvement dessus parce qu'on en a beaucoup parlé, de l'instauration des postes de mesure de la contamination au sein de la préfecture. Je vous rappelle aussi que ce sont les citoyens qui d'abord ont instauré la mesure à la fois environnementale, à la fois sanitaire, également de l'alimentation. Et le gouvernement et donc la préfecture de Fukushima a pris
le pas sur les initiatives des citoyens en instaurant des postes de mesure de la contamination un petit peu partout dans le territoire. Vous voulez de la mesure, qu'à cela ne tienne, nous allons vous en donner, mais bien sûr en trafiquant les chiffres qui sont énoncés par ces machines, en mettant les machines à plus d'1 mètre du sol, en les instaurant sur des plaques de fer qui sont régulièrement nettoyées, etc., afin que les machines affichent des chiffres inférieurs à la réalité. Également le nettoyage ou la décontamination des sols, qui est toujours d'actualité et plus que jamais, c'est pour ça que je souhaite en parler, qui implique parfois les habitants eux-mêmes depuis le départ, voire les élèves des écoles. Le citoyen devient donc acteur du jeu et c'est désormais à lui de recréer de ses propres mains, au sens premier du terme, un environnement dans lequel la vie sera possible. On voit bien ici la mise en place concrètement de l'empowerment ou de la valorisation abusive de ce qu'on appelle le manpower. Selon le rapport du 29 octobre 2012, donc lui qui est assez ancien, qui est relatif à la construction de Fukushima, qui a été réalisé par les services du département, ce serait donc à l'époque 3 milliards d'euros qui auraient été consacrés en 1 an et demi aujourd'hui. On sait bien que l'efficacité de ce nettoyage reste en cause. Une politique offensive de communication est également élaborée via des messages préconçus et largement véhiculés de l'impossibilité des Japonais à quitter leur pays natal, visant à motiver l'abandon du départ. S'il est évident que l'éloignement de sa terre est un déchirement d'autant plus fort lorsqu'il s'agit de celle que l'on a cultivée le temps d'une vie, ce sentiment n'est pas propre au peuple japonais. Bien évidemment, il en aurait été de même en France ou partout ailleurs dans le monde. Par ailleurs, nombre des personnes que nous avons interviewées lors de nos recherches ont exprimé leur désir du refuge, malgré leur attachement à la terre. Mais elles étaient confrontées à l'impossibilité matérielle de pouvoir mettre en œuvre leurs désirs. Mais ce qu'elles nous disaient, leur parole était « oui, bien sûr, nous aimerions entrer, mais ça n'est pas possible dans un tel environnement. Donc, permettez-nous de partir. » Les pouvoirs publics, eux, ont retourné le discours et ont réinterprété ces paroles de la façon suivante. Ces gens veulent rentrer, donc il faut leur permettre de pouvoir le faire. Nous allons rouvrir la zone d'évacuation. Ni une ni deux, cette politique d'appel au retour se solde par la réouverture d'une partie de la zone à la fin mai 2013. En avril 2011, le gouvernement avait fixé, je vous le rappelle, une zone d'évacuation de 20 km comprenant la ville de Futaba et 8 autres collectivités. La totalité du périmètre est réorganisée. Donc, dans cette mise en scène de la cogestion du désastre, on observe une déresponsabilisation de l'État qui amène à faire peser la responsabilité sur les individus contraints à la gestion de leur vie quotidienne dans un environnement contaminé ou encore confrontés au choix rendu impossible du refuge. J'en arrive à mon deuxième point, qui est l'utilisation du concept de la résilience. Ça a été la seconde phase de la politique de contrôle des flux qui s'est traduite par la mobilisation d'outils conceptuels et principalement celui de la résilience. Le titre du livre blanc du ministère de l'Enseignement et de la Recherche japonais de 2012 annonçait la couleur puisqu'il était intitulé Toward a Robust and Resilient Society. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que la totalité des budgets de recherche se sont orientés vers l'étude et la mise en œuvre politique de cette notion, remettant à l'ordre du jour un concept bien ancien dans les domaines les plus variés. Cette approche est pourtant pas nouvelle, on le sait, puisqu'il s'agit au départ d'un anglicisme qui provient du terme resiliency, terme dans le domaine des sciences qui est d'abord utilisé en physique des matériaux pour décrire l'élasticité d'un corps qui aurait la capacité de retrouver sa forme initiale après avoir accusé un choc.
Je vous rappelle que c'était Amy Werner qui a introduit cette notion en psychologie via l'identification de facteurs qui auraient aidé certains enfants à surmonter leur traumatisme, terme qui a été répandu ensuite en France via les travaux de Boris Cyrulnik. Et puis, ce sont les syndyniques, soit les sciences qui traitent des catastrophes, qui utilisent aujourd'hui ce concept afin de déterminer des modèles qui permettraient à nos villes de résister au péril. Ainsi, reconnaissant sa vulnérabilité face aux aléas, la ville serait dans la nécessité d'adopter un caractère résilient afin de pouvoir digérer les multiples risques naturels ou humains via une cogestion citoyen-administration. Dans le cas présent, tous les outils sont mobilisés et c'est un doux mélange des approches développées concernant la résilience psychologique, écologique, urbaine et tant d'autres encore, qui sont bravés afin de suggérer l'abandon de la fuite à ceux qui obéiraient encore à leur instinct primaire d'angoisse face au danger. Parler de résilience en cas de catastrophe nucléaire, c'est néanmoins faire fi du fait que la peur, moteur de comportement de protection, peut être parfois salutaire. J'en arrive à mon troisième point, de la résilience à la communication du risque. Le troisième stade de contrôle des mouvements de population a recours au domaine de la communication sur le risque. Chaque année est un pas supplémentaire vers une plus grande abstraction, car c'est bien le potentiel politique de la catastrophe qui est en jeu. Comme le note Ulrich Beck dans un autre ouvrage que je souhaiterais vivement vous conseiller qui s'appelle La société du risque, les risques générés au stade le plus avancé du développement des forces productives provoquent systématiquement des dommages qui sont souvent irréversibles, restent la plupart du temps invisibles, requièrent des interprétations causales, se situent donc seulement et exclusivement dans le domaine de la connaissance, scientifique ou plutôt non scientifique, qu'on a d'eux, peuvent être transformés, réduits ou augmentés, dramatisés ou banalisés par la connaissance et se prêtent donc tout particulièrement au processus de définition sociale. Selon lui, la société du risque est celle de la catastrophe, soit une société où l'état d'exception menace d'y devenir un état normal. Ce processus est particulièrement flagrant dans la gestion de la catastrophe de Fukushima et se met en place grâce à la cogestion. On a vu que le taux d'acceptabilité maximale de la radioactivité a varié dans l'environnement, mais il a également été déplacé dans le secteur de l'alimentation. Bon, par exemple, nous sommes passés tour à tour d'une limite de 100 becquerels par kilo à 500 becquerels par kilo pour redescendre à 300 becquerels par kilo. Donc les discours justifiant la variabilité des normes de sécurité et leur acceptabilité dépendent de la position de ceux qui les expriment, de ceux qui s'expriment en tant que. Ainsi, la présentation des discours met à jour une manipulation de tout ordre. Kyo Kageura, qui est chercheur à l'université de Tokyo, dans son ouvrage intitulé Les conditions de la confiance, les paroles de l'accident nucléaire, en japonais Shinrai no Jouken, nous a donné à ce titre un exemple que je souhaiterais évoquer ici. Après l'explosion de la centrale de Fukushima, un chercheur d'un centre de recherche atomique s'exprime ainsi. Il semblerait qu'un grand nombre de concitoyens soient inquiets de la situation et croient que l'accident serait au niveau de celui de Tchernobyl. Dans les faits, je vous rappelle que l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré l'accident au niveau 7 et donc du même niveau que celui de Tchernobyl. Ce chercheur continue ainsi. Nous qui sommes payés pour faire des recherches par les impôts des citoyens, soulignant ainsi la responsabilité qui lui incombe, devons mettre nos savoirs à leur service afin de les rassurer. Kyo Kageura s'interroge alors sur le rôle de la science dans de telles circonstances. Quand bien même ceux-ci sont payés par les impôts des concitoyens, leur rôle est-il de rassurer à tort ces mêmes concitoyens. Ainsi, le scientifique,
le politique et le citoyen se trouvent dans une nécessité de communication à flux tendu, s'appuyant sur de nombreuses expertises qui nourrissent la controverse. Normes et seuils sont fixés et permettent la mise en œuvre d'une politique qui tend à assigner la population à demeure, voire à l'inciter au retour à la vie dans des zones pourtant contaminées, au vu des normes internationales. Et c'est bien là tout le paradoxe. Ainsi, l'individu se voit contraint d'assumer financièrement et physiquement la responsabilité de sa protection sanitaire, même s'il n'a aucune prise, aucun rôle dans le processus décisionnel qui a engendré la situation du risque dont il devient captif. Afin de remédier à cela, au moins en apparence, et de continuer à faire passer le message auprès des premiers concernés, tout en regagnant la confiance des citoyens, une véritable stratégie de communication est adoptée, soutenue par un budget spécifique pour l'année 2014 de plus de 2 millions d'euros. Ainsi, le 12 novembre 2014, encore une fois c'est très récent, durant le symposium de l'UNSCIR qui s'est déroulé à l'université de Fukushima, le docteur Wolfgang Weiss, membre de l'UNSCIR, met en garde sur l'importance de leurs explications, car elles doivent aider la population qui doit prendre la décision de se protéger ou non. Là, encore une fois, les choses sont claires. Ce n'est donc pas eux qui prendront l'initiative de la protection de la population et souligne pour cela l'importance de la communication, de la protection du verbe. Cette politique d'empowerment vise à éduquer aux risques sanitaires pour mieux rassurer, notamment via l'organisation de workshops sur la radioactivité et le cancer destinés aux élèves des classes primaires du département de Fukushima, ou par la distribution de manuels apprenant à gérer la vie dans un environnement contaminé. Je conclus là-dessus, en disant, et ça me paraît véritablement important pour nous chercheurs également, croire en la raison théorique pour tromper la raison pratique, c'est certainement ce en quoi les sciences humaines excellent. Inconsciemment pour certains et consciemment pour d'autres, qui se laissent être l'outil du maître d'œuvre, en l'occurrence dans le cas de Fukushima, les entreprises du nucléaire, soutenues par des organismes internationaux tels que l'Organisation mondiale de la santé, l'AIEA et l'UNSCIR. Tout cela participe de l'élaboration du mensonge. Je terminerai sur ces quelques termes de Richard Goodwin, selon laquelle la plus sérieuse objection qui puisse être faite à ce genre de théorie stratégique, comme on l'a vu l'empowerment, la résilience, la communication du risque et tant d'autres, ce n'est pas son utilité limitée, mais le fait qu'elles sont véritablement dangereuses, car elles peuvent nous inciter à croire que nous comprenons, que nous maîtrisons le cours des événements, alors qu'il n'en est absolument rien. Je vous remercie de votre attention.